Bonsoir Marine Le Pen. Bonsoir. Dans une semaine exactement, à cette heure-ci, on connaîtra le résultat du second tour. Si vous aviez un mot pour qualifier les 7 prochains jours, quel enjeu pour vous? Un enjeu fondamental, pas pour moi, pour le pays. Parce que je crois qu'on est vraiment arrivé à un moment donné où on est à la croisée des chemins et où c'est un vrai enjeu de civilisation qui se décidera. Est-ce que la France continuera à être la France ou est-ce que la France deviendra autre chose? La différence, elle peut se faire uniquement sur les idées ou aussi sur la personnalité. Est-ce que vos personnalités, à vous deux, vont jouer un rôle selon vous? Oui, je pense, oui, bien sûr, le projet est fondamental, mais la personnalité, c'est ce qui fait que le projet sera ou non appliqué, que l'on peut ou non faire confiance. Alors sur le plan de la personnalité a ou non le courage pour mettre en œuvre ce projet, qu'il a une régularité ou qu'il n'en a pas, qu'il est solide ou qu'il ne l'est pas, qu'il est attaché à la vérité ou qu'il ne l'est pas. C'est oui, bien entendu, évidemment très important. Depuis le début de cette campagne, c'est quoi? Quel était le moment le plus intense selon vous? Le moment le plus intense, c'est quand se dessine précisément le choix du second tour. Alors moi, je dis que pour la première fois depuis longtemps, il y a un vrai choix qui se présente aux Français. Car fondamentalement, nos deux projets divergent totalement. Au cours de cette campagne, il y a des moments, des instants, François Mitterrand, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, tous sont revenus sur ces meetings de campagne. Qu'est-ce que vous ressentez, vous, en meeting depuis le début de cette campagne? Est-ce que c'est enivrant? Non, je ne suis pas enivré, mais c'est un transfert d'énergie. Un meeting, c'est vraiment un transfert d'énergie. Vous transmettez la foi que vous avez, car on ne transmet que la foi que l'on a, et ça se voit sur le visage. Quand on a des convictions, je trouve que immédiatement, le public vous renvoie cette énergie, et c'est un lien particulier qui se crée entre vous et les Français. Est-ce que vous êtes une femme de pouvoir? Est-ce que finalement, au fil du temps, c'est quelque chose qui est devenu une matrice importante? Moi, j'ai jamais été fasciné ni par le pouvoir, ni par tout ce qu'il y a autour du pouvoir. Aujourd'hui, vous n'appréciez pas ce pouvoir ou vous Non, mais ça n'a pas de voir. Le pouvoir est un outil. C'est un outil pour mettre en œuvre une politique au bénéfice du peuple français. Ça n'est qu'un outil, le pouvoir. C'est pas une fin en soi. Le pouvoir en lui-même n'a aucun intérêt. Ce qui est important, encore une fois, c'est ce qu'on va faire avec ce pouvoir, comment on va l'utiliser au bénéfice de qui. Et vous savez très bien que, en ce qui me concerne, j'ai toujours dit que je ne ferai rien sans le peuple ou contre le peuple français. Donc je suis vraiment dans une relation permanente avec lui. Il y a quelque chose qui a changé en vous depuis quelques mois, quelques semaines, même depuis la semaine dernière? Une responsabilité différente, un sentiment particulier? Depuis quelques mois, incontestablement, cette campagne présidentielle, qui est la deuxième en ce qui me concerne, est une campagne très différente de celle d'il y a 5 ans. Voilà, j'ai abordé cette campagne de manière libre. C'est vraiment femme libre que je suis venu devant les Français en défendant ce à quoi je crois le plus, et qui est mon pays, ma patrie, et le bien-être, la sécurité, la prospérité auxquelles les Français, je crois, ont droit et dont ils ont été en réalité dépossédés. Le doute, il fait jamais partie de votre logiciel? Bien sûr qu'on doute, mais qu'est-ce que le doute apporte? Quand vous avez le sentiment d'avoir une mission qui vous dépasse, qui est encore une fois une mission qui consiste à restituer au pays sa plénitude, le doute, il est peu important. Aucun doute à la capacité de diriger la France, d'être présidente de la République? Non, je n'ai pas de doute sur ce sujet. J'ai autour de moi des gens qui sont éminemment qualifiés, éminemment compétents. Il y a une solitude du pouvoir. Il y a une responsabilité d'un homme avec le pays ou d'une femme avec le pays. Bien sûr, il y a ce lien direct, il y a ce lien de responsabilité incontestablement. Et moi, je ne me conçois que comme le mandataire du peuple français. C'est-à-dire que s'il décide de m'accorder le pouvoir ne sera pas à moi, il restera à lui, au peuple. Et c'est devant lui que j'aurai évidemment en permanence des comptes à rendre. Et ça infuse l'ensemble de mon projet. C'est aussi la raison de la proportionnelle, c'est aussi la raison du référendum d'initiative populaire. Ce lien permanent qui est en fait le vrai lien démocratique. De cela, de l'exercice du pouvoir, vous en parlez avec qui? Je n'en parle avec personne, parce que précisément cet exercice, il est très personnel en réalité. Ce dont je parle, c'est du projet, de la manière dont on va le mettre en œuvre. Mais c'est vrai que vous avez raison de dire que ce rôle de président de la République est un rôle pour lequel j'ai
comment dire, éminemment de respect, parce que précisément il est accordé par le peuple français, eh bien, je le conçois de manière, je le garde au fond de moi. Voilà, c'est mon lien à moi avec le peuple. Et l'idée que vous faites Personne ne peut me dire comment il faut faire, personne n'a le droit de me dire quelle relation je dois entretenir avec le peuple français dont je suis issu, car vous savez, c'est ça l'élection présidentielle. Le peuple vient, il prend quelqu'un au milieu de lui-même et il lui donne le mandat de le défendre. En fait, c'est ça pour moi la présidence de la République. Être président de la République, c'est également rassembler votre logiciel à vous, votre logique politique a toujours été, depuis longtemps, la confrontation, l'opposition, la fragmentation de la France. C'est peut-être un peu caricatural, mais on a souvent cette impression. Les nationalistes et puis les mondialistes, les patriotes et les mauvais Français, il y aurait de cela en vous? Mais pas un mot de ce que vous dites n'est juste, n'est vrai. Jamais vous n'avez eu cette vision de la France. Mais je n'ai jamais eu cette vision de la France. J'ai même un projet totalement différent, puisque un des fondements de mon engagement, c'est précisément de rendre à la France son unité. Je pense que l'ensemble des Français doivent se rassembler dans un projet qui est un projet commun. Et aujourd'hui, elle est fracturée, cette France. Et je leur dis juste, la nation est ce que vous avez en commun. La nation et la structure est la seule qui est capable de vous protéger, de vous assurer la sécurité et de vous assurer la prospérité. Moi, je suis une opposante farouche au communautarisme, à ces politiques qui fragmentent, qui divisent le peuple français en autant de petites chapelles. Il en est de même d'ailleurs dans le droit du travail, où on voit bien qu'il y a une volonté de fragmentation, on veut jeter les salariés les uns contre les autres, les entreprises les unes contre les autres, dans le cadre d'une espèce de concurrence permanente. Ça n'est pas du tout mon objectif. Moi, je viens de dire, nous sommes un peuple, nous sommes une nation, et c'est grâce à cette nation que nous allons partir à la conquête du monde. Il y a un point d'équilibre chez vous, donc finalement vous êtes en train de m'expliquer que vous êtes une femme d'équilibre, de juste équilibre, de compromis. Oui, mais je crois d'ailleurs que si les Français regardent le projet qui est le mien, les 144 engagements qui sont les miens, eh bien ils s'apercevront que mon projet est éminemment équilibré. Moi, objectivement, quand je vous dis que cette unité, elle est essentielle, et elle n'empêche pas qu'il y a effectivement une vision nationale et une vision post-nationale. Il y a des gens qui considèrent que la France est un concept dépassé, qu'elle est trop petite, que c'est ringard, que tout ça, qu'il faut aller vers le mondialisme. Eh bien moi je dis, ce mondialisme, il a engendré la mondialisation sauvage, c'est la guerre de tous contre tous, c'est la loi du plus fort, et la vraie question qui va se poser, c'est est-ce que vous êtes sûr d'être du côté du plus fort? Est-ce que finalement, vous allez probablement me dire non, votre étendard, ce n'est pas la colère des Français. Est-ce que vous n'avez pas fait de la colère un étendard? Non, mon étendard, c'est l'amour. C'est l'amour que les Français ont pour leur pays. C'est l'amour qu'ils ont à l'égard de leur culture. C'est l'amour qu'ils ont à l'égard de leur identité. C'est l'amour qu'ils ont pour leur territoire, pour leur paysage. C'est l'amour de leur histoire. C'est l'amour qui fait bouger les Français vers le projet qui est le mien. C'est en aucun cas la colère. Alors si vous avez beaucoup d'amour, vous avez quand même un peu de colère contre les élites. Ce sont les élites Français qui ont de l'amour pour leur reprenons juste cela. Par exemple, les élites, vous avez une forme de... C'est devenu un peu votre punching ball, les élites. Mais je voudrais juste comprendre, c'est quoi une élite selon vous? C'est quoi votre définition de l'élite? Si je prends 3 exemples. Un chef d'entreprise, c'est l'élite. Un journaliste, c'est l'élite. Un philosophe, c'est l'élite. Un professeur des écoles, c'est l'élite. Je voudrais juste comprendre. Non mais c'est simple, vous prenez toute la liste des soutiens de mon adversaire. Vous allez avoir là les élites, qu'on peut appeler le système, qu'on peut appeler l'oligarchie. La CGT, le MEDEF, les grands patrons de presse, etc. Vous allez avoir tout le monde, l'UOIF, dont je demande par ailleurs la dissolution. Voilà, vous avez toute une série de personnes qui, depuis des années, ont considéré que le peuple avait tort et que, quoi que demande le peuple, eh bien, ce sont eux, les élites, qui décideraient à la place du peuple. Donc elles sont inutiles, les élites aujourd'hui en France? Au point en 2015 d'être allé jusqu'à violer la volonté des Français exprimée en 2005, exprimée par référendum, en disant le peuple a dit non à la Constitution, mais nous considérons qu'il faut répondre oui à la place du peuple. Eh bien, ce modèle-là, je trouve, est un modèle de trahison, je ne peux pas dire autre chose, voilà. Et je crois maintenant que chacun peut comprendre qu'en réalité, ils sont trahis au bénéfice d'intérêts privés. J'ai entendu, mais j'ai pas tout compris. Les élites. Qui incarne l'élite? Vous n'êtes pas issu de l'élite?
Quand on fait des études, par exemple... Mais ça n'a rien à voir. C'est ça que j'ai besoin de comprendre. Mais non, mais ça n'a strictement rien à voir. Donc il y aurait les mauvaises élites, les bonnes élites. Non, c'est pas une question d'études. C'est une question... Ce sont des gens qui pensent qu'ils ont raison contre le peuple. Et que le peuple a tort. Voilà. Et qui se moquent de savoir... Donc vous avez les bonnes élites et de l'autre côté les mauvaises élites. Pas le problème, c'est le respect du peuple, le respect de sa souveraineté. Comprenez, quand des gens viennent vous dire que le peuple a tort, moi j'ai envie de leur poser la question, qui a raison contre lui? Qui a raison contre le peuple? Le peuple a toujours raison. Oui, le peuple a toujours raison. Le politique doit toujours écouter le peuple, jamais tenter de l'emmener, de le guider vers quelque chose. L'emmener, le guider, lui montrer, lui expliquer, c'est le rôle du politique. Mais le peuple a toujours raison. Et personne n'a raison contre lui. Ni M. Juncker, ni Mme Merkel, ni les artistes, ni le MEDEF, ni les syndicats, ni l'UOIF, ni les églises, ni personne. Voilà, c'est lui qui, encore une fois, a raison. Et ce à quoi il a droit, le peuple, c'est d'avoir un débat politique qui soit équilibré. C'est-à-dire qu'il puisse choisir en toute connaissance de cause. Et c'est, hélas, aujourd'hui, pas tout à fait le cas, on peut le dire quand même. Vous êtes le peuple, vous, Marine Le Pen? Je fais partie du peuple, oui. Je me sens du peuple. Je suis au milieu de lui. Et surtout, je veux le défendre, lui, car c'est ça, encore une fois. Moi, ce que je reproche aux élites, c'est qu'elles se défendent elles-mêmes. Elles défendent leurs intérêts. Et elles sont prêtes à être heureuses toutes seules. Vous voyez, ça les dérange pas d'être heureuses, même si le peuple est malheureux. Eh bien, moi, je ne peux pas être heureuse si mon peuple est malheureux. C'est aussi simple que cela. Quand on a fait des études comme vous, quand on a été députée européenne, quand on a été l'héritière d'un pilier de la vie politique française, quand on a vécu... C'est quoi l'héritière? Vous avez hérité, et vous êtes dans l'héritage du parcours de Jean-Marie Le Pen. Non, mais j'ai hérité de quoi? Sans Jean-Marie Le Pen, vous n'auriez pas aujourd'hui... Non, mais j'ai hérité de rien. Je me suis présenté à la tête d'un mouvement politique et j'ai été élu. Qu'est-ce que vous auriez été sans Jean-Marie Le Pen politiquement? Et vous, qu'est-ce que vous auriez été sans vos parents, sans votre parcours, sans vos études, sans vos amis? Mais vous êtes dans une filiation politique et un parcours politique. Et ça n'a pas de sens. Mais d'ailleurs, c'est une filiation, comme vous dites, qui ne m'a pas empêché de rompre avec lui. Et c'est définitif? Quand on dit rompre avec lui, ça veut dire une remise en question totale de tout ce que votre père a été? La rupture politique, elle est définitive. Voilà. Mais vous voyez, donc, c'est peut-être encore plus dur, d'ailleurs, quand on a des relations familiales, d'être capable de rompre. C'est plus difficile. Et pourquoi est-ce que je l'ai fait? Je l'ai fait parce que l'intérêt supérieur du pays était en cause. Donc, pour l'intérêt supérieur du pays, il faut être capable de faire des choses qui vous font violence à vous-même. Et ça m'a fait violence à moi-même parce que je suis une fille. De la même manière, vous voyez, nous avons constitué une alliance patriote et républicaine avec Nicolas Dupont-Aignan. Bien sûr, nous avons des divergences. Nous nous sommes combattus comme concurrents politiques. Mais nous avons mis tout cela dans notre poche parce que nous pensons à l'intérêt supérieur du pays. Quand les autres se rassemblent, c'est finalement des rassemblements d'appareils. Quand vous vous rapprochez de Nicolas Dupont-Aignan, finalement, c'est une logique politique. Monsieur, quand je vois des responsables républicains venir à plat ventre réclamer qui un poste de Premier ministre, qui un poste de ministre auprès de Monsieur Macron, incontestablement, on y voit la marque de la défense d'intérêts personnels. Et quand Nicolas Dupont-Aignan vient vous demander ce poste de Premier ministre, lui, ce n'est pas une démarche personnelle. Mais il n'est pas venu me demander un poste de Premier ministre. C'est moi qui lui ai offert, si les Français me font la confiance de m'élire, ce poste de Premier ministre. Je reviens juste sur cette question du peuple. Vous nous avez dit, je suis issu du peuple. Vous êtes issu de la bourgeoisie, de Montretout, de Saint-Cloud. Vous avez découvert tardivement Hénin Beaumont et la Deule. Enfin, honnêtement, sincèrement, certains peuvent... Vous êtes dans un espèce d'état d'esprit de classe. Vous avez une vision de classe. Parce qu'aujourd'hui, on a la sensation que cette élection présidentielle a été positionnée sur un positionnement de lutte des classes, que vous avez positionné également. La France des pauvres contre la France de ceux qui seraient heureux et méritants. La France des abandonnés par les politiques contre la France de ceux qui sont les chouchous des politiques, pour lesquels tout est fait. Et ces deux France sont irréconciliables à vos yeux? Mais la question n'est pas là. La question, c'est que d'un côté, il y a un tout petit nombre qui pense qu'il peut capter les richesses de la France, qui pense qu'ils peuvent se comporter comme des prédateurs et qu'ils peuvent nier la volonté populaire. Et de l'autre, il y a l'immense majorité des Français dans lequel vous avez aussi des patrons, des chefs d'entreprise, des gens qui sont pauvres, des gens qui sont riches, des gens qui croient au ciel, des gens qui n'y croient pas, des gens qui sont âgés, des gens qui sont jeunes. Il y a de tout. Ça s'appelle le
peuple de France, voilà. Et une élite ne peut pas capter, encore une fois, l'intégralité de ce qui appartient au peuple pour l'emmener là où le peuple ne veut pas aller. C'est ça la vraie grande question de cette élection, de la même manière que la vraie grande question, c'est la France. Demain, ce sera quoi? Est-ce que ce sera celle que j'aime, que les Français aiment, avec sa culture, avec son histoire, avec son identité, avec ses valeurs, avec la laïcité? Ou est-ce que ce sera une espèce de salle de marché ouverte à tous les vents violents et mauvais de la mondialisation, fragmentée entre les communautés et soumise aux revendications d'islamistes qui souhaitent tuer les valeurs qui sont celles de notre pays. Il nous reste 2 petites minutes. La grande question, elle est là. 2 questions. D'abord, parmi les 3 derniers présidents de la République, alors on va prendre Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande. Si vous aviez un mot pour qualifier les 3, Jacques Chirac. Un affectif, je pense que Jacques Chirac était un affectif. Il fonctionnait avec une bande d'amis, il n'avait pas une très grande ambition pour le pays, mais il était dans une forme de continuité. Il a eu de l'affection pour François Mitterrand, qui lui rendait bien d'ailleurs. Nicolas Sarkozy Nicolas Sarkozy, c'était un bulldozer, mais un bulldozer de la parole. François Hollande François Hollande, c'est vraiment le roi fainéant. C'est le René Coty, quoi. Dans quel état d'esprit abordez-vous ce débat qui va se jouer mercredi? Est-ce qu'il sera, à vos yeux, essentiel? Il est important, bien sûr, parce que le principe même d'un débat, c'est de confronter des idées et donc de montrer aux Français qu'il y a 2 voix qui sont fondamentalement différentes. Si j'ai choisi comme slogan « Choisir la France », c'est que je pense sincèrement que le choix, il est entre la France et sa dilution. Il vous inquiète, il vous fait peur ce débat? Ah non, pas du tout. Je suis absolument pas inquiète. Je suis même assez enthousiaste et impatiente de pouvoir confronter mon projet à celui de M. Macron et peut-être le faire découvrir aux Français d'ailleurs. Ils vont être longs, ces 7 derniers jours? Ah non, je peux vous dire que compte tenu de l'agenda qui est le mien, ça va très vite, au contraire. Vous allez gagner, Marine Le Pen? Oui, je vais gagner. Le peuple français va gagner. Merci à vous. Rendez-vous dans 7 jours. Merci, Marine Le Pen.